Les GG, tout sur les dessus de l'actu. Aboubacar Diallo, Moussa Moïsila, Tamba Milimouno, Roby, Mafoudia Bangoura, Lamine Guirassi Forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à cette représentation, la deuxième de la semaine des grandes gueules. Vous nous suivez un peu partout à travers le territoire guinéen, en région, avec nos stations régionales, en Nzérékoré, à Cancan, à Boké, et puis aussi à Labé, et tout dernièrement maintenant à Kindia. Vous êtes nombreuses à nous suivre. Bienvenue à cette représentation des grandes gueules. Et vous qui nous suivez à travers nos canaux sur Internet, vous pouvez également réagir à cette émission. N'oubliez pas le hashtag GG Espace, vos préoccupations, votre avis sera relayé dans cette émission. On l'a dit depuis un certain moment, déjà c'est peut-être une nouvelle page qui va s'ouvrir dans le combat du Front National pour la défense de la Constitution en Guinée. Dès fin avril dernier, le Front, par voie de cabinet d'avocats, a introduit un signalement auprès du bureau du procureur de la Cour pénale internationale pour fait qu'il qualifie de crime contre l'humanité. L'ambition du FNDC, dans un premier temps, est d'obtenir un examen préliminaire sur des cas de violation grave des droits de l'homme en Guinée, reprochés au pouvoir d'Alpha Condé et bien entendu aussi à ses proches. Qu'espère le FNDC en ouvrant une telle procédure? Et quelles sont les chances que cela puisse aboutir quand on regarde ce qui se passe? La réponse, c'est dans cette émission, au bout du fil, avec Maître William Bourdon, un avocat bien connu, l'avocat des causes difficiles. Il est avocat au barreau de Paris, avocat du FNDC, auteur de ce signalement. Nous l'entendrons dans cette émission. Et puis, nous le disions hier, à mesure que l'épidémie de coronavirus progresse en Guinée, la question d'une approche de riposte qui fonctionne se pose et continue d'ailleurs à se poser avec acuité. À mesure que l'on soulève la problématique de la coordination, celle de la partition des cliniques privées dans la riposte se fait de plus en plus audible. À Conakry, où elle prodigue 70% des soins médicaux, les cabinets médicaux, les cliniques et puis les polycliniques restent de véritables foyers de contamination dans un contexte de raréfaction des équipements de protection individuelle. Elles viennent d'élaborer de ce fait un plan de riposte au Covid-19 à intégrer désormais à la riposte globale. Quelles sont les préconisations de ce plan de riposte? Nous posions la question hier. Aujourd'hui, si tout va bien, nous l'aborderons, mais bien avant, nous aurons Dr Ahmed Tidiane Souaré, ancien Premier ministre. Avec lui, nous aborderons la riposte globalement prise. Et à sa suite, Dr Souleymane Touré, il est président de la Fédération des cliniques privées de Guinée. Nous l'entendrons dans cette émission. Et c'est avec mes amis de tous les matins, Bassekou. Bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Bienvenue à cette émission des grandes gueules. Merci. Et voilà, Jacques Léoaleno, bras croisés. Bonjour. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Roby, Sarah Koulemou, bonjour. Bonjour Tamba, tout de Kissien vêtu ce matin. Ah oui, en effet, c'est une spécialité de chez nous. Ouais. Voilà. Kolama Kissio. Voilà, donc on commence avec toi, Roby. T'en allais fallo. On se rapproche dangereusement des 2000 cas. 2000 cas. On l'a signalé, on a longtemps martelé, mais malheureusement, on continue à constater que l'ANSS, malgré la communication sur les soi-disant efforts effectués, tout en saluant bien évidemment le corps médical en première ligne face à cette pandémie, et je veux dire que à ce moment-là, l'heure est critique. Et lorsque l'heure est critique, il est temps de revoir les stratégies. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'entre pas dans la phase de dépistage massif. Parce qu'on parle quand même de 600 et quelques cas qui sont évaporés dans la nature. On a longtemps essayé cette méthode qu'on continue à appliquer et qui ne porte pas fruit parce que les cas confirmés continuent à grimper. Et même les chiffres sur les cas de mort aussi continuent à grimper.
on est maintenant à 9 morts. On dira que c'est une prouesse vu l'étendue du désastre que ça traverse le monde. Mais le cas guinéen est très particulier. Le cas guinéen, je pense que on avait les moyens de circonscrire l'expérience Ebola étant cette pandémie. On l'a pas fait. La NSS continue à utiliser les mêmes méthodes qui ne portent pas fruit. Je ne peux pas comprendre comment par jour on peut se permettre de dépister que 100 personnes. Si sur 100 personnes, vous avez 64 personnes confirmées ou positives, je pense que vous devez revoir la méthode. Vous devez aller plus loin. Cela veut dire que vous avez quand même 60% des dépistés du jour qui sont confirmés positifs. Et donc, le lendemain, faites plus d'efforts. Il faut avoir l'intelligence de comprendre qu'il y a plus de cas positifs qui encore circulent dans la nature. Et donc, le dépistage de masse, aujourd'hui, est la seule et l'une des méthodes qui doivent nous permettre aujourd'hui de pouvoir confiner et les malades symptomatiques et les malades asymptomatiques et les cas positifs moins dangereux. Je pense qu'aujourd'hui, pourquoi cette méthode? La question reste à poser. Est-ce que le gouvernement n'a pas mis à disposition les moyens à l'ANSS de créer plus d'espace pour confiner les malades? Ou alors est-ce que c'est une stratégie expressement mise en place? En tout cas, les interrogations commencent à se poser. Mais la Guinée ne s'en sort pas bien. On est en train de répéter les mêmes erreurs que depuis il y a 2 mois. Je ne comprends pas pourquoi. En tout cas, on atteint la barre fatidique des 2000 cas officiellement. Faut le signaler officiellement. Parce que moins les 600 cas qui sont dans la nature et les 600 cas en ont déjà contaminé combien quand on sait qu'on est à un niveau de 1 malade sur 6. Vous le multipliez par 600, vous êtes à plusieurs autres milliers. Et sans compter ceux-là qui ont aujourd'hui la phobie d'aller se faire dépister à l'hôpital, qui s'automédiquent à la maison. Il y a de quoi, Roby, il y a de quoi avoir peur finalement. Lorsqu'on sait que les soins, ils sont pas prodigués comme cela se doit. Vous êtes abandonné à vous-même finalement. Oui. Vous dites mieux vaut mourir chez moi. Absolument. Non seulement mieux vaut mourir chez moi, mais les communications ressentent. Qu'est-ce que vous dites? On n'est pas en train. Nous n'encourageons pas, nous. S'il te plaît. On n'est pas parce que les soins. On n'est pas en train d'encourager. Non. Permets-moi d'aller jusqu'au bout de ma logique. Après, tu prendras la parole. Non, je veux dire. On n'est pas en train oui, mais laisse-moi aller jusqu'au bout. On n'est pas en train d'encourager. Non, Roby, c'est toi qui vas continuer. Tu vas continuer. Je souhaite juste rappeler, si l'information est vérifiée, le site ActuJeune, avec Moussa Daraba, alerté sur une situation où une dame arrive à Donka, elle est là, assise, suffocante, en train d'attendre son résultat. Mais on a vu la vidéo. Et elle en décède. Non, ce que je veux elle dire. en décède, mon cher. Voilà. Je sais que bien avant cette dame, il y a encore des dizaines de malades qui s'étaient retrouvés à Donka, qui sont venus à 6 heures, qui sont restés jusqu'à 23 heures sans prise en charge. Attendez, je pense qu'il faut plutôt porter la communication sur le fait que l'ANSS essaie de revoir un peu, comment on appelle, la capacité, les mesures de prise en charge des personnes qui sont testées ou qui attendent qui sont testés ou qui attendent d'être prises en charge. Mais l'automédication dans ce contexte que nous vivons, je pense qu'il ne faut pas simplement l'encourager, parce que les cas, attendez s'il vous plaît, parce que les cas de décès que nous avons enregistrés, certains on apprend, ont été par exemple étaient à la maison, étaient en traitement à domicile. Maintenant, sur recommandation de l'ANSS, on a vu ce qui s'est passé. Je pense qu'aujourd'hui, le débat, la communication qu'il faut faire, c'est plutôt encourager tout le monde à venir dans les centres, dans les CTE pour venir se faire prendre en charge. Parce que vous avez un collège médical qui est là, qui assure quand même, comme on appelle, la prise en charge et puis le suivi des malades en cas, comment on appelle, de complications. Alors, c'est qu'on aura le temps de l'empoignade tout à l'heure, parce que ça s'annonce comme ça, mais continuez, mon cher Roby. Je voulais juste répondre à Bassekou qu'on n'est pas en train d'encourager quoi que ce soit. On est en train de décrire des faits qui sont malheureusement réels. Notre travail aussi, c'est de décrire. Attendez, par rapport à ce que on est en train de décrire des faits qui sont réels aujourd'hui. Vous avez un certain nombre de malades qui sont alités, qui sont pris en charge par la NSS. Vous avez un certain nombre de malades qui sont allés du côté de la NSS dans l'espoir d'être dépistés. Ils ne l'ont pas été parce que la galerie était, donc se sont retournés dans les ménages, s'automédiquent. On n'est pas en train de faire un encouragement, on décrit les faits. Vous avez un certain nombre de malades privilégiés qui se disent que Donka n'est pas adéquat pour ma personne, j'ai les moyens, donc je peux me faire soigner à la maison. Ça aussi, et qui sont là. Et vous avez la 4e catégorie de malades qui aujourd'hui, la communication, les tradipraticiens n'aidant pas, se sont tournés vers eux parce que la communication sur l'artémisia aujourd'hui, et on a l'impression que l'artémisia c'est la potion magique qui finalement a battu en brèche le mélange de la chloroquine et
et l'autre composant là, je sais même pas, ça c'est au médecin. L'azithromycine. Donc vous avez, il y a 4 catégories de personnes aujourd'hui qui sont dans cette histoire de Covid. Donc on n'est pas en train d'encourager l'automédication, on décrit les faits. La NSS doit améliorer la prise en charge, la NSS doit redoubler d'efforts dans le dépistage. Si nous étions à 100 personnes dépistées par jour, il faut quand même qu'on fasse des efforts, qu'on arrive à 500 au minimum. À 500 au minimum. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire les tests rapides. Il faut opter pour les tests rapides et il faut aller en masse, parce que je vais vous dire que si nous partons en masse, le chiffre aujourd'hui communiqué par la NSS sur les 1700 et quelques, on va bientôt redoubler, tripler même, voire même quadrupler. Alors, Jacques, vous avez suivi Roby, mais hier déjà, nous avions le professeur Cherk Sorna qui encourageait ça. On l'a entendu sur l'obligation, la nécessité ou même l'indispensable de tenir les cas contacts, mais également les personnes malades. Le dépistage en masse. Et il a encouragé le dépistage massif. On a l'impression que la Guinée vole à contre-courant de tout ce qui se fait autour de nous. On a notre approche à nous. Oui, allez-y. Sauf que chez nous, je crois qu'il va falloir régler un tout premier problème. Ça fait longtemps qu'il y a eu des alertes où on a demandé à ce que le gouvernement s'y penche, mais je crois qu'il n'y a pas de solution véritable. C'est augmenter la capacité d'accueil de l'ANSS. Tant qu'on n'a pas augmenté la capacité d'accueil, nous aurons les mêmes difficultés. Tenez-vous bien, il y a des espaces, mais il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de lit. Il y a des espaces, il n'y a pas de lit. On veut fabriquer des lits aujourd'hui, franchement, quoi. Mais moi, je sais en faire. Mais oui, bien sûr. On n'est pas. Même des matelas, même le sol, les malades s'y tiendraient. C'est encore moins dangereux que dans la nature. Donc le véritable problème, il est encore là. On en parle, mais à chaque fois que vous entendez le gouvernement en parler, c'est comme si il n'avait pas dit la même chose hier. Ils redisent la même chose plusieurs fois, ils n'apportent pas la solution. Alors qu'on sait pertinemment que la solution véritable réside d'abord en cela, à l'augmentation, n'est-ce pas, de la capacité d'accueil. Et à ce titre, Jacques, vous allez continuer. Comment il s'appelle? L'ingénieur Condé est un ébéniste. On l'a vu travailler souvent avec les meubles. Voilà, il peut offrir ses services. En ce moment, il ne travaille pas. Ah bah voilà, c'est un effort national quand même. Il peut le faire. Allez-y, mon cher Jacques. Ce qui arrive aujourd'hui, à ma foi, ce n'est pas la faute à l'ANSS. L'ANSS fait son travail avec les laborantins qui font des analyses des tests. Il y a donc des malades qui arrivent à Donka. Malheureusement, ils trouvent qu'il n'y a pas d'espace. On ne peut pas enlever d'autres malades pour accueillir d'autres. En effet. Ça, quand même, il faut que les gens soient déclarés guéris pour les laisser partir. Donc, il revient au gouvernement d'augmenter la capacité d'accueil, n'est-ce pas, de Donka ou alors d'autres établissements ici, ne serait-ce qu'ici à Conakry, qu'on puisse trouver, n'est-ce pas, des espaces où on peut accueillir des gens. Il y a l'autre chose, les tests ne sont pas rapides. Même les tests qu'on a dit rapides ne le sont pas en réalité, parce qu'il y a des gens qui ont été au centre de santé, je crois, de Flamboyant où les tests rapides sont déployés. On me parlait de 24 heures à 48 au max. 24 heures à 48 heures, il y a les connaissances. Il y en a de 45 minutes. Il y a des connaissances qui ont été là-bas. Ça fait bientôt une semaine. Ils n'ont pas le résultat. Il y a d'autres qui ont été faire le test. Après, on leur a rappelé on les a appelés, en tout cas le même comportement continue. On vous appelle pour dire on a perdu votre échantillon, il faut reprendre. Donc les mêmes problèmes continuent. Parce que ce qu'on nous apprend, c'est que Flamboyant, finalement, je crois que c'est un centre de prélèvement. Il n'y a pas de diagnostic là-bas. Et on peut faire les prélèvements même à Donka, mais le diagnostic s'est fait à Nongo, et laboratoire de Nongo, à Kindia, et puis je crois il y a un autre laboratoire de la ville où on fait également le diagnostic. Et le nombre n'atteindrait pas, je crois, 300 par jour. Parce qu'on dit autour de 200 pour Nongo. Et Kindia ne peut pas recevoir autant parce qu'il y a
le déplacement qu'il faut effectuer pour aller à Kindia et puis ramener les résultats. Et puis du côté de Kaloum, il y a aussi ces soucis. Il ne faut pas se leurrer, Jacques. Ils nous ont dit que la capacité à date est de 250. 250, pas plus. Même les 250, nous ne les atteignons plus. Nous ne sommes plus en train de les atteindre, en tout cas ces derniers temps. Parce que nous sommes à une centaine. Et donc ça tourne autour de 100. Pour ne pas laisser passer une parenthèse que Jacques a bien fait d'ouvrir, c'est la question de transport. Écoutez, il y a combien d'hélicos qui sont garés dans la cour du Petit Palais, mis à disposition. Est-ce que ça fonctionne? Si. Parce que le seul hélicoptère que je le vois, je vous dis, Roby. À part le crash de l'autre, je crois qu'il y en avait 3. Roby, si j'ai bonne mémoire. Moi, je vous dis, on peut les mettre à contribution. Je vous dis, avant, vous étiez à Conakry, vous voyez quand même parfois de ces parades d'hélicoptères. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus quand même. Moi, je n'en vois plus. Non, il y a l'hélico présidentiel. C'est le seul que je vois circuler. Il y en a d'autres, il y en avait 2 petits autres qui sont bien mis à contribution quand il s'agit de transporter des... Oui, mais justement, à part ça, il y a qui sont bien mis à contribution. Qui sont bien mis à contribution quand il s'agit d'accompagner le président de la République ou d'aller faire des meetings, les journalistes et autres personnes, ou aller visiter les mines. C'est bien mis en contribution pour aller accompagner les gens. Écoutez, on peut mettre bien un hélico à la disposition de l'ANSS pour que les tests de Kindia soient rapidement acheminés à Conakry et que les prélèvements de Conakry soient rapidement acheminés rapidement acheminés du côté de Kindia. Ça fait même pas 10 minutes l'hélico entre Kindia, il peut faire le tour plusieurs fois. Moi je pense qu'aujourd'hui il y a les moyens de faire en sorte que nous puissions lutter efficacement contre cette maladie-là, mais je pense que soit la réflexion n'est pas poussée, ou c'est un manque de volonté, ou tout simplement c'est du business. Voilà, en même temps. Oui, parce que le risque, il faut bien le dire, tant que nous n'avons pas réglé ces 2 problèmes, problème de laboratoire et problème de capacité d'accueil, les cas de contamination communautaire vont se poursuivre dans le quartier. Absolument, ils vont se poursuivre, et c'est d'ailleurs à ce titre que moi je comprends le conseil du conseil scientifique qui dit qu'il faut diminuer les tests parce que finalement il n'y a pas de capacité de prise en charge. Mon cher Basseko, on va avancer avec vous. Depuis qu'il y a Artemisia, il y a prolifération de beaucoup d'autres remèdes. Il y a un monsieur qui nous a dit qu'il a rêvé. Il a trouvé le remède. De l'autre côté de Cancan également. Avec l'eau là. Exactement. Donc finalement, on fait quoi, mon cher Basekou? On est dans un désordre de traitement. Je pense qu'il ne faut pas rejeter. L'Afrique a ses valeurs. Attendez, oui, l'Afrique a ses valeurs. Le monsieur vous a dit qu'il a rêvé. Fais gaffe. Attendez, s'il vous plaît. L'Afrique a ses valeurs, l'Afrique a ses réalités. Il y a un certain nombre de tradithérapeutes qui ont quand même mis en place, comment on appelle, qui ont développé des recherches. D'accord. Des recherches sérieuses. Je crois que l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et le conseil scientifique, par exemple, peuvent essayer de recueillir les propositions qui ont été faites par ces chercheurs, donc je dis que j'appelle des chercheurs sérieux qui ont travaillé sur un certain nombre de produits aujourd'hui qui veulent développer comme remède dans le cadre de la prévention et puis du traitement du coronavirus. D'accord. Et le Madagascar, vous le savez, c'est un centre qui existait depuis des années, et bien qui a essayé donc de se battre pour développer aujourd'hui le Covid organique là. Moi, je pense qu'il y a des recherches sérieuses aujourd'hui qui sont menées par des Guinéens. Je ne parle pas de ceux qui sont en train de dire qui ont rêvé ou encore qui peuvent traiter avec de l'eau divine, je crois, quelque chose comme ça. Il y a un qui vend, si tu permets, il y a un qui vend ses produits du côté de Kaloum, mais ça coûte 300 000 francs le litre. De Mafanko. Mais si vous prenez à Kaloum aussi, il y en a. Si vous prenez le cas de Dr Habib, par exemple, Kourouma, ou d'autres personnes, dès les premières heures de l'apparition du coronavirus en Guinée, ont communiqué pour dire qu'ils sont en train de développer. Oui, mais l'artémisia, on la connaît, c'est une plante qu'on connaît. Oui, mais de rêver de nous soigner, c'est quand même autre chose. C'est pas des recherches sérieuses, encore une fois. Mais lorsque vous avez des Guinéens comme ça qui ont ce don, qui ont développé, qui sont en train de développer des remèdes dans ce cadre-là, je pense qu'il faut les écouter, il faut les approcher. L'Afrique a ses valeurs, a ses réalités. Et aujourd'hui, ce qu'on peut faire dans le cadre vraiment d'une meilleure coordination de la lutte contre cette épidémie, dans le cadre de la prévention, ou encore, parce que pour le moment, il n'y a pas un vaccin
un vaccin reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. On est en train de collecter des fonds et pour essayer de voir quel est le vaccin qu'on peut trouver. Ça aussi, ce n'est pas dans l'immédiat. Donc pour le moment, chaque pays est en train de mettre en place un processus donc thérapeutique pour voir comment on peut traiter. Pour le cas de l'Afrique, je pense qu'il y a encore des chercheurs, il y a des centres de recherche qui sont installés un peu partout dans chaque pays et à travers donc les plantes médicinales, je pense qu'il y a la possibilité de développer un remède à l'africain. On peut réussir, ce n'est pas un complexe. Il ne faut pas attendre l'OMS, mais il faudrait encore que les études, que les remèdes qui vont être découlés donc de ces recherches-là via les centres donc, de recherche africains soient encore, à mon avis, certifiés par des conseils donc, scientifiques ou encore que dans chaque région, par exemple, dans chaque région de l'Afrique, qu'on puisse réfléchir à la mise en place. De temps ça peut être fait. Non, je veux parler par exemple du cas de la CEDEAO. Il y a la possibilité par exemple que les conseils scientifiques, que les centres de recherche essaient de mieux coordonner les actions pour voir est-ce qu'il y a la possibilité par exemple de développer ensemble ici comme on appelle un remède pour voir si on peut l'utiliser dans le cadre par exemple de la sous-région. Alors je vais vous dire, sur la plupart des vaccins qui sont annoncés, les essais vaccinaux sont prévus au moins pour septembre 2020. Le virus aura eu tout le temps de faire son travail. La question que je pose aujourd'hui, Jacques, c'est l'approche, par exemple sur le Covid Organics de Madagascar. C'est une approche solidaire. Est-ce que vous pensez que ça va être plus efficace de devoir faire la charité comme ça aux pays africains? Est-ce que ce ne serait pas mieux de faire acheter ce produit-là? Pour l'instant, je crois que c'est mieux que nous restions dans le cadre d'une démarche solidaire à l'égard des pays africains. Sauf que la quantité ne suffit pas. Oui, la quantité ne suffit pas, d'accord, mais je crois que les États peuvent encourager cette solidarité autrement. Je ne sais pas, dans le cadre de la coopération internationale, comment la production, ça peut être favorisé. Le risque, c'est quoi? C'est d'acheter et que ça puisse se révéler faux. Et inefficace. Que c'est inefficace, ça ne soigne pas. Ça pourrait être mal perçu. Mais au moins, on aura essayé. Oui, on aura essayé. On aura exclu une hypothèse. Essayons donc avec ce qui est donné gratuitement. Déjà, il y a des quantités qui sont envoyées. Il y a des quantités qui sont envoyées. Il serait intéressant qu'il y ait déjà des tests sur des malades pour qu'on sache si, bien évidemment, ça peut soigner. Parce que c'est seulement de cette façon qu'on peut s'assurer que ça peut soigner. Sinon, on est en train de tenter seulement, mais on n'a vraiment pas la certitude pour l'instant. Et déjà, ce qui se passe avec nos tradithérapeutes. Calme-toi un peu. Allez-y, Jacques. Je crois que c'est aller trop vite. C'est-à-dire, vous sortez un produit, vous n'avez même pas la certitude que ça peut vraiment soigner, et vous fixez un prix, mais 300 000, 200 000, est-ce qu'ils ont vraiment envie de soigner ou d'aider à éradiquer cette pandémie? Je crois que non. Bah oui. Il y a une démarche première. Ils ont envie parce que il faut rappeler quand même que l'État les abandonne complètement. Non, mais ils ont envie de soigner. Je n'encourage pas. Il ne faut pas encourager. Je n'ai encouragé que des gens. Non, il n'encourage pas. J'essaie d'expliquer. De mon point de vue, l'État a toujours abandonné ces chercheurs-là. Oui, mais ce n'est pas une raison de fixer aussi le prix d'un remède, par exemple, d'une bouteille de l'Artemisia à 200 ou 300 000. L'ouvrier mérite son salaire après tout. Non, mais ce n'est pas quand même, c'est pas normal. Allez-y, mon cher Jacques. Ce que j'ai envie de dire, l'État devrait avoir la première démarche, c'est-à-dire les approcher comme il a approché, n'est-ce pas, les médecins donc la médecine moderne, disons, les médecins modernes qui travaillent, qui sont au devant de cette lutte. Je crois qu'il devrait aussi approcher de la même manière les médecins traditionnels donc de chez nous, les écouter sur leurs recherches et voir comment est-ce qu'on peut examiner cela pour s'assurer que ça peut véritablement soigner. Si c'est le cas, au lieu d'aller chercher ça à Madagascar, on peut bien entendu encourager une production locale. Par exemple, à Cancan, j'apprends qu'il y a quelqu'un là-bas qui travaille aussi sur l'Artemisia. Il y a deux qualités, il paraît. Il y en a plusieurs qu'on pourrait découvrir comme ça qui vont travailler et mettre
ce médicament-là gratuitement à la disposition des patients, comme on le fait avec la chloroquine. Et déjà, premièrement, si ça se révèle concluant, mon cher Roby, il faudra faire avec le remède malgache parce que produire, ça prendra du temps. Mais de l'autre côté, l'État, d'après nos informations, le président de la République a réquisitionné toutes les quantités d'artémisia disponibles et a demandé au conseil scientifique d'en évaluer l'efficacité. Évidemment, c'est la démarche qu'il faut suivre. Mais il y a une opacité totale sur la quantité qui est venue, on ne le sait pas. Et s'il s'avérait que c'est un remède efficace, je crains que ça ne reste au niveau de l'establishment et qu'il y ait juste une petite quantité qui vienne à Donka pour peut-être en donner à... Ah oui, mais faut pas perdre ça de vue. Les grands, ils vont d'abord chercher à le boire avant que les malades de Donka, avant qu'on ne pense... Et c'est vrai parce que c'est aussi préventif d'après ce qu'on nous dit. Justement, et c'est exactement ce qui va se passer, je vous le dis, ce sera confirmé. Et donc, pour en venir un peu à nos tradipraticiens et répondre à Bassekou, je suis pas en train de jeter l'opprobre sur les valeurs africaines, mais le tradipraticien, il n'a pas de laboratoire pour tester, pour savoir si tu as le Covid-19. Deuxièmement, après avoir consommé son produit, il n'a pas non plus la capacité matérielle de faire le test pour prouver qu'il n'y a plus de virus dans ton corps. Donc, ce qui veut dire quoi? D'où je veux en venir, c'est qu'il faut intégrer ces tradipraticiens qui sont répertoriés, qui sont publics, qui sont connus, et qui semble être sérieux. Il y a celui de Beyla, de toutes les façons, qui lui, dans ses explications, semble être sérieux parce qu'il collabore quand même avec beaucoup d'autres dans la sous-région. C'est un médecin. Pardon? Non, pas encore. J'ai dit en interview. En tout cas, selon ce qu'il a dit, puisqu'il a même reçu l'appel du président de la République. Il faut intégrer ce corps-là au sein du conseil scientifique pour que le conseil scientifique soit plus vigilant sur les produits artémisia qui sont en train d'être vendus, parce qu'on est quand même dans un pays où un petit malin peut se réveiller, remplir une bouteille et faire croire que c'est de l'artémisia alors que c'est du popa qui est dedans, tout en mettant une étiquette artémisia. Qui connaît le vrai goût de l'artémisia? Personne ne le sait. Et si les produits on les vend comme ça de gauche à droite tout en disant que c'est l'artémisia, c'est un peu risqué. Donc je veux dire, aujourd'hui, il faut intégrer ce corps-là dans le corps du conseil scientifique et que le conseil scientifique réquisitionne, par exemple, des échantillons de tous les produits amenés. Oui, mais il faut réquisitionner tous ces produits autour desquels il y a des publicités, soi-disant que c'est de l'artémisia. Confirmer d'abord que c'est de l'artémisia et puis confirmer que ça peut faire de l'effet sur le virus dans le corps humain. Les tradipraticiens n'ont pas de laboratoire pour tester. Oui, justement, pour donner les résultats. Roby, la médecine traditionnelle est bien représentée à l'intérieur du conseil il faut aller plus loin. On espère finalement que le travail puisse se faire. À mesure que les grandes gueules continuent, on peut vous dire que dans un instant, nous aurons Ahmed Tidiane Soirée en quelques secondes. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.